Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Nous sommes dans une guerre hybride. Vous comprenez pas, maintenant vous circulez tous, s'il vous plaît. Hein, bonne soirée à tous, désolé pour la démocratie. Allez. Oh. Et voilà ce qui se passe en ce moment. Vous entendez le bruit des casseroles, le bruit, heureusement un peu moins le bruit des mortiers, mais enfin, la France reste sous tension, c'est le moins que l'on puisse dire. Et parmi les faits qui ont entretenu l'attention, on va parler évidemment d'Emmanuel Macron et des 200 chefs d'entrepreneurs internationaux, mondiaux qui l'accueillent à Versailles, dont Elon Musk notamment. Choose France, choisir la France. Mais on va parler de l'affaire du fonds Marianne. Vous savez, ce fonds qui a été créé après l'assassinat et dans quelles conditions de Samuel Paty, du professeur de l'instituteur Samuel Paty. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a été distribué l'argent de ces fonds? Eh bien, il y a une journaliste qui a fait l'enquête et vous allez voir, c'est assez... Allez, je dirais parlant, si l'on peut dire. Et puis, nous allons parler aussi des sportifs qui ont refusé de mettre un brassard aux couleurs de LGBT, et qui disent que non, nous on n'a pas envie, et ça a provoqué l'IRE de la ministre des Sports, grosse polémique. Alors, faut-il le faire ou ne faut-il pas le faire? Et qu'est-ce que ça veut dire et de quoi parle-t-on aujourd'hui? Et puis Emmanuel Macron, vous vous rappelez comment c'était traverser la rue? Je traverse la rue, je trouve un emploi, il n'y a pas de problème. Bande de feignasses. Hein. Et puis là, eh bien, il a récidivé, mais de façon assez amusante. Vendredi, en déplacement dans le Nord, eh bien, il en a aussi parlé. Et puis nous allons recevoir Richard Boutry. Richard Boutry, qui est un journaliste, je dirais pas comme les autres, qui est un journaliste dissident, c'est le moins que l'on puisse dire. Il a travaillé pour les plus grandes rédactions, et puis il s'est retrouvé dans un camping-car. Et puis il a maintenant la minute de Ricardo, et il se bat évidemment... ou chez les complotistes. Ah, vraiment les complotistes? Eh ben, on va prendre le temps d'en parler avec lui. Vous savez, que l'on soit d'accord ou pas, c'est ça, ce qu'on appelle la contradiction. N'oubliez pas, pensez et n'écoutez aussi les autres, et pas seulement soi-même. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du... Qui ne rêve pas d'amour et d'amitié? Mais quand le temps des copains s'applique à d'autres domaines. Quand, par exemple, on crée un fonds pour lutter contre le séparatisme, contre l'intégrisme, et que la distribution des fonds se fait dans des critères un peu bizarres. Et vous savez, on en a parlé ici, à Sud Radio, dans l'émission, on en a parlé partout. Il y a eu effectivement cette interpellation, et ça va très lié, et je dirais presque ce scandale du fonds Marianne. Qu'est-ce que c'est que le fonds Marianne? Il a été créé en 2021 par Marlène Schiappa, effectivement avec un budget de 2,5 millions d'euros pour lutter, suite à l'égorgement, il faut le dire, de cet instituteur, de ce professeur Samuel Paty, pour lutter contre le séparatisme, lutter contre l'intégrisme, etc. Bien. Et aujourd'hui, eh bien, ouverture d'une information judiciaire par le parquet national financier et commission d'enquête créée au Sénat pour examiner l'utilisation de subventions. Amélie Ismaili, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation et vous avez mené cette enquête depuis déjà quelques mois, je crois, sur ce fonds Marianne et l'utilisation et la distribution de ce fonds. Alors, qu'avez-vous trouvé, qu'avez-vous découvert? Alors, en réalité, depuis quelques mois, je travaille surtout sur la galaxie du fact-checking. Je m'intéresse principalement... fact-checkers, oui. Je m'intéresse de ce qu'on appelle les fact-checkers. Oui. Exactement, dans cet écosystème médiatique assez nouveau, qui sont le fact-checking, qui est apparu depuis déjà quelques années en France et qui, finalement, a beaucoup de liens avec certains think tanks et une vision très particulière de l'information. Mais dans
Dans ce cadre-là, en fait, quand j'ai vu l'apparition des scandales autour du fonds Marianne qui ont été épinglés par la presse, donc vous avez des enquêtes de Marianne, oui, effectivement. l'hebdomadaire, oui. Mais il y a aussi France Télévisions, l'œil du 20h, Oui. et également Mediapart qui en ont parlé Tout à fait. à propos de 2 bénéficiaires du fonds Marianne, qui sont l'USEPPM, qui aurait apparemment donné une rémunération assez mirobolante à 2 dirigeants sans que les contenus soient justifiés. Alors, rappelez, qu'est-ce que c'est que l'USEPPM? Alors, c'est l'union, j'ai un petit doute, il me semble que c'est l'union de Grosso modo. sportive, Ouais. militaire, etc. C'est une association assez L'Union des étrange. sociétés d'éducation physique et de préparation Je vous remercie. militaire. Voilà, Vous avez des meilleures notes USEPPM, que oui. moi. Lucien Gasparac avait préparé ça juste. Bon, très bien. Donc, c'est à eux qu'on a donné la quasi-totalité pour qu'ils distribuent ou pas? Alors, non. non, ils n'ont pas eu la totalité. Ils ont eu le budget le plus important. D'accord. Et il semble que Mais derrière... qu'est-ce que, pardon, ce que je comprends pas, qu'est-ce que les sociétés d'éducation physique et de préparation militaire ont à voir, peut-être, oui, mais vous allez m'expliquer, dans la lutte contre le séparatisme et l'extrémisme et l'intégrisme? C'est une très bonne question. En réalité, en fait, dans l'appel à projet, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un appel assez global avec des termes assez flous. Il y avait déjà le terme complotisme dedans. Lutter contre le complotisme et contre les discours séparatistes pour la cible des 12-25 ans pour faire ce qu'on appelle de l'éducation citoyenne. D'accord. Donc ça a permis de donner un budget, des subventions à ce type d'organisation. Et la deuxième organisation qui a été épinglée par la presse, c'est Reconstruire le commun. Et Reconstruire le commun, ça a été une association le commun, créée... CO2MUN, c'est Oui, ça, exactement. le commun. C'est l'autre version de Vivre Ensemble. Exactement, mais qui a été créé totalement nouveau, enfin qui venait d'être créé juste 3 semaines à peu près après la création du fonds Marianne. D'accord. Donc ça a posé beaucoup de questions, et surtout Mediapart a trouvé des vidéos où il y avait des critiques à l'égard des opposants d'Emmanuel Macron, et c'est ce qui fait que notamment Anne Hidalgo, qui était l'objet de ces critiques, par exemple dans ces vidéos, a porté plainte. Mais en fait, vidéo faite par cette organisation, cette nouvelle organisation. Exactement. Oui, mais ce sont surtout des contenus qui n'ont pas fait beaucoup de vues. Mais ce qui est intéressant, et ce que moi, là où j'ai commencé à m'intéresser, et ce dont la presse n'a pas vraiment parlé, c'est qu'il y a déjà, ça donne quand même le sentiment qu'il y a un objectif politique derrière ce fonds Marianne, et pas du tout un objectif juste noble, c'est-à-dire de lutter contre le radicalisme religieux. En réalité, dans les contenus et les projets qui ont été faits via ces subventions, la question du radicalisme religieux est très marginale. C'est alors que c'est l'objet même de ce qui s'est passé, hélas, avec Samuel Paty, avec d'autres. Oui. Exactement. Et c'est ce qui a poussé le parquet national financier et une commission sénatoriale de lancer une enquête. D'accord. Alors donc, oui, allez-y, continuez. Donc il y a eu cette grande association, une autre association. Exactement. Donc ça, ce sont les 2 associations qui ont été vues par la presse avec des enquêtes tout à fait correctes là-dessus. Mais moi, je me suis intéressée quand il y a eu le service Check News de Libération a publié la liste des 17 bénéficiaires du fonds Marianne. Oui. Et c'est là où j'ai vu, moi, comme je travaille depuis un moment sur la galaxie du fact-checking et ce qu'on appelle une sorte de propagande politique qui est utilisée à travers ce fact-checking, j'ai repéré quelques noms que je connaissais dans le cadre de mon travail, et j'ai vu que notamment Conspiracy Watch et une association qui s'appelle, un think tank particulier qui s'appelle l'Institute for Strategic Dialogue, qui ont reçu des montants assez importants de ces fonds. Combien? 60 000 euros, je Alors, crois. 60 000 euros pour Conspiracy Watch et 80 000 euros pour l'Institut for Strategic Dialogue. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que à l'intérieur en fait de ces différents bénéficiaires, ce sont des bénéficiaires qui ont des liens entre eux. Et la première partie de l'enquête que j'ai publiée, c'était au sujet de Conspiracy Watch, parce qu'il semble que Conspiracy Watch a reçu 60 000 euros pour un projet dit Riposte, dont je reparlerai peut-être après, mais surtout il y a 3 autres bénéficiaires qui mettent
énormément en avant les collaborateurs de Conspiracy Watch, dont Rudy Reichstag. Qui travaille également pour cette association. Exactement. Donc, vous avez par exemple la plateforme Sapio. La LICRA a reçu 95 000 euros du Fonds Marianne, pour la création d'une plateforme pédagogique qui s'appelle Sapio. Oui. Et dans cette plateforme, vous avez donc différentes ressources et vous allez tout simplement sur le site internet. J'invite tout le monde à pouvoir le faire. Et dès la première page du site internet, c'est Rudy Reichstag qui apparaît en premier avec cofondateur de Conspiracy Watch. Exactement, avec 6 vidéos à peu près de lui. Et à l'intérieur même de ces ressources, vous avez une part très importante de Tristan Mendes France, qui est également collaborateur de Conspiracy Watch et qui apparaît dans plus de 29 résultats de recherche et dans tous les thèmes épinglés par cette plateforme. Oui, mais alors Amélie Ismaili, parlons-en, on peut très bien dire, on peut vous répondre, attendez, oui, mais Rudy Reichstag ou Tristan Mendes France ou les autres, ou Sapio ou Conspiracy Watch, parlent et s'occupent justement de la lutte contre l'islamisme radical ou contre le séparatisme, donc ça rentre dans leur cohérence. Alors justement, la question sur le séparatisme religieux traitée par Conspiracy Watch se révèle extrêmement marginale. C'était même Libération l'a confirmé dans les documents qu'ils ont reçus. C'est une contribution qui est quasi inexistante, quoi. Donc cette question-là, surtout même les quelques questions autour du radicalisme religieux, dans les articles, il semble qu'elles soient plutôt liées à une cible non française. Ça ne concerne pas vraiment les Français. Et surtout, il existe bien d'autres associations citoyennes, pour le coup, qui luttent vraiment, qui se battent contre le radicalisme religieux. Et ces associations-là n'ont pas spécialement reçu de l'argent du Fonds Marianne. Or là, Conspiracy Watch apparaît sous 4 bénéficiaires différents. Quel est leur rôle, alors qu'ils ont une vocation à lutter contre le radicalisme religieux qui est très, très marginale. C'est pas du tout leur objet. Leur objet, c'est ce qu'ils appellent le complotisme, qui est un terme assez fourre-tout dans lequel aucun chercheur ne s'accorde. C'est l'auberge espagnole du fantasme. Chacun y met ce qu'il veut. Exactement. Vous avez effectivement des personnes qui peuvent être épinglées, mais vous avez aussi des personnes qui tout simplement font l'erreur d'avoir une opinion un petit peu dissidente par rapport au récit des médias traditionnels. Et ce qui se passe, c'est que Conspiracy Watch, en fait, en tout cas les collaborateurs, finalement, produisent les mêmes contenus sous différents bénéficiaires. Et donc dans cette plateforme Sapio, vous avez la contribution de Rudy Reichstag qui va avoir le même discours qu'il a actuellement sous son média Conspiracy Watch, mais on le retrouve également sous la plateforme Spicy Educ, qui a reçu 70 000 euros du Fonds Marianne. Toujours dans le Fonds Marianne. Exactement. Spicy, qui est une plateforme de médias, entre guillemets, donc en fait, de streaming. Ils se connaissent tous, ils s'interchangent. C'est un petit entre-soi, si je comprends bien. En tout cas, ce sont toujours les mêmes experts qu'on appelle un petit peu les complotologues. Alors ça, c'est le terme utilisé par... vous avez un article du Monde diplomatique qui en parle très bien de ces experts autoproclamés contre le complotisme et qui apparaissent absolument partout dans les médias, qui ont une couverture médiatique. Vous le voyez avec Rudy Reichstag et la promotion de son nouvel ouvrage, il apparaît absolument partout. Et ce qui pose question, c'est quelle est leur légitimité pour parler de ces sujets-là. Comment se fait-il ? Surtout, sont-ils des experts de la lutte contre le séparatisme et des experts de la lutte contre le radicalisme religieux, comme vous le dites ? Eux vont se dire oui, mais ils n'ont pas de travaux de chercheurs. En fait, au final, ils ont des contributions assez marginales et surtout, ce sont toujours des méthodes qui sont extrêmement critiquées par des personnalités de droite comme de gauche, je le précise, parce que là où ils vont toujours utiliser une logique de discrédit à l'égard des personnes qui les critiquent, c'est de toujours faire du déshonneur par association en expliquant que ce sont des personnes d'extrême droite ou des personnes... Non mais ne nous mettons... Évidemment, eux se défendent comme ils peuvent et comme ils le savent. Chacun fait son boulot pour défendre sa boutique. Le problème, il n'est pas là quand même. On a dit, alors dites-moi si c'est vrai ou pas, Amélie Ismaili, est-ce qu'il y a eu parmi ces fonds... des fonds, en tout cas parmi des associations qui ont pesé, en tout cas qui ont
pris leur parti dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron ou dans la campagne. Est-ce que on a dit ça, vrai ou pas vrai d'après votre enquête? Alors ça, on l'a dit dans le cadre de Reconstruire le commun. Il semble que les vidéos ont été produites en dehors de la campagne présidentielle. Donc ça, c'est une rumeur. Il me semble que c'était une erreur là-dessus d'information. D'accord, c'est bien, parce qu'il faut toujours préciser oui, voilà, dire les choses. Restons très, très précis. Tout à fait. Moi, je n'ai pas trouvé des contenus qui ont été spécialement utilisés lors de la campagne présidentielle. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un biais politique à l'égard de plusieurs bénéficiaires de ces fonds. Conspiracy Watch, c'est déjà le cas. Pourquoi ? Parce que vous avez Rudy Reichel est membre de la Fondation Jean Jaurès. Et la Fondation Jean Jaurès est un think tank qui s'est ouvertement prononcé pour Emmanuel Macron. Mais surtout, j'ai retrouvé des biais politiques à l'égard de 2 autres bénéficiaires du fonds Marianne, qui sont, et ça c'est le cas c'est le deuxième volet de mon enquête, qui sont l'association Civic Fab qui a reçu 315 400 000 euros du fonds Marianne, qui est donc le 3e plus gros bénéficiaire. Civic Fab, l'association Civic Fab, et il semble que Civic Fab, c'est une création d'un cabinet de conseil, on se rappelle un petit peu de l'affaire McKinsey, d'un cabinet de conseil qui s'appelle Antidox. Et surtout, ce sont des spécialistes de l'influence et des relations publiques. Donc ça, c'est déjà autre chose qui pose question. Et vous avez également l'association France Fraternité, qui a reçu 60 000 euros. Et dans la direction de Civic Fab et de France Fraternité, on retrouve le président de ce cabinet de conseil Antidox. Et on retrouve également d'autres personnalités parmi les comités de direction et de comités d'honneur et les comités éditoriaux. Vous avez par exemple une personnalité qui s'appelle Karim Amelal, qui est une personne qui a travaillé ouvertement pour la Macronie. Il a créé un collectif de soutien en 2020 par exemple, pour soutenir le candidat Emmanuel Macron. Il était sur la liste des municipales à Paris, dans le 10e arrondissement, en 2020. Donc c'est une personne qui faisait ouvertement de la politique pour Emmanuel Macron. Donc ça donne, si vous voulez, à ces contenus, encore une fois, qui ont été créés dans le cadre d'un projet, de cet appel à projet du fonds Marianne, un biais extrêmement politique qui est surtout un biais fortement lié à la Macronie. Alors justement, je ne sais pas si vous êtes arrivé à ce stade de l'enquête, mais je pense que oui, puisque vous êtes déjà au 3e volet. Mélie Ismaili, est-ce que qui choisit les fonds? Ce fonds Marianne, c'est une organisation, c'est une association, c'est une institution qui a choisi les gens à donner, à distribuer les subventions ou les fonds pour qu'ils s'en occupent? Qui choisit? Voilà. Alors, ça, ce niveau. c'est une question à laquelle je préfère pas répondre parce qu'en fait, actuellement, il y a une enquête là qui doit être faite. Oui, vous avez Régis de Castelnau qui, sur ces questions juridiques, qui est un collaborateur de Sud Radio, voilà, et qui en parle extrêmement bien, qui montre en fait, quand vous l'écoutez, qui montre qu'il y a eu quand même, beaucoup de défauts dans ce comité d'organisation. Il y a des questions autour du jury qui se posent. Moi, ce sont des questions. Je ne suis pas spécialiste juridique là-dessus, donc c'est des questions. Non, je parle. Est-ce qu'au niveau de l'enquête, c'est pas au niveau juridique là, c'est que on sait, par exemple, qui dirige le fonds Marianne et qui donc est distribue. Alors, ou peut-être l'enquête n'est pas encore aboutie. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a le Parti national financier. Je préfère ne pas aller dans l'affirmative. C'est juste ça. Ce qui est, par contre, moi, ce que j'ai retrouvé. Et qui pose question, mais encore une fois, il faut qu'une enquête juridique soit faite. Donc, je ne vais pas me permettre d'aller sur des affirmations, tout à fait. Sans toute une enquête judiciaire qui soit faite. Mais par contre, ce que j'ai effectivement retrouvé, c'est que en 2020, vous avez la création
d'un fonds pour promouvoir le civisme en ligne. Alors qu'est-ce que c'était ? C'était une création d'un fonds public pour rémunérer des associations citoyennes, encore une fois, pour faire de l'éducation citoyenne, promouvoir des valeurs de la République. Donc un petit peu comme le fonds Marianne. Et ce fonds pour promouvoir le civisme en ligne, c'était créé par un partenariat entre l'ISD, donc l'Institut for Strategic Dialogue. Ah oui, celui-là qu'on retrouve dans le fonds Marianne. Exactement. Oui. Et Facebook. Et c'était payé par Facebook. Et dans le rapport financier, vous l'avez sur le site de l'ISD, dans le rapport qui a été fait. Donc c'est encore une fois, c'est un fonds qui a été créé au moins 1 an et demi avant l'affaire Paty. Et dans ce rapport-là, vous avez j'ai retrouvé à peu près une dizaine de bénéficiaires du fonds Marianne qui étaient déjà dans ce rapport. Dans cet institut de Exactement. Civic, Et notamment, Civic Fab a mené des projets avec l'ISD auparavant. Oui. Un grand projet qui s'appelait Sens Critique. Institut for Strategic Dialogue. Oui, exactement. Ça, oui. A fait un projet avec Civic Fab qui s'appelait Sens Critique, qui faisait des formations dans des écoles. Pour, encore une fois, éduquer sur l'esprit critique, etc. Et vous avez aussi un projet qui s'appelle Riposte. Le projet Riposte, c'est un projet de Conspiracy Watch en association avec l'ISD. Qui était pour promouvoir, en tout cas pour apporter un contre-discours sur les réseaux sociaux à la désinformation, ce qu'ils appellent la désinformation. Voilà. Donc, ce que vous dites, en fait, ce qui est quand même assez, en tout cas parlant, et en tout cas permet de s'interroger. Vous avez raison, tant que l'enquête n'est pas terminée, et il y a le Sénat d'un côté et la justice de l'autre, mais enfin, on retrouve de façon tout à fait étonnante, en tout cas parlante, les mêmes personnes depuis 2-3 ans dans les mêmes instituts qui se passent, quoi. C'est la République des copains. En fait, c'est une sorte de galaxie ce sont des personnes qui sont toutes liées par un biais idéologique. Vous avez la philosophe Barbara Stiegler qui, je pense, en parle le mieux de ce biais idéologique. Qui sont l'idéologie des biais cognitifs, où on va promouvoir une forme d'esprit critique, on va faire de l'éducation aux médias. Ce sont ces personnes-là qui sont un petit peu de la sphère anti-complotiste. Et toutes ces personnes-là, elles sont fortement liées à des think tanks que je pourrais qualifier de néolibéraux, c'est-à-dire des think tanks qui ont une vision bien particulière de la société et de la vision de la société. Et ces think tanks sont financés par des associations qui alimentent beaucoup de fantasmes. Forcément, on va nous dire qu'ils alimentent beaucoup de fantasmes complotistes, mais on parle quand même de la Bill et Melinda Gates Foundation, du département américain, de la NED. C'est ça, il y a les financiers Bill et Melinda. Sur le site de l'ISD, vous avez la transparence des financeurs et vous retrouvez encore une fois tout un tas de départements d'État américains, Bill et Melinda Gates Foundation, les GAFAM, Google, Facebook en premier en tête, et des associations comme l'Open Society de George Soros, ou encore une fois, la National Endowment for Democracy. Voilà, on retrouve tous les copains. Qui est une association, de couverture de la CIA. Et ça, c'est pas moi qui le dis, je le précise. Ce sont des articles de presse qui en parlent, de la presse mainstream entre guillemets, écoutez, qui en parlent très bien. Amélie Ismaili, vous avez fait l'enquête, vous allez continuer à la faire. Nous allons suivre évidemment ce qu'en dit le parquet national financier. On va suivre les sénateurs et la commission d'enquête du Sénat. Tout ça est assez quand même étonnant, les mœurs voilà. On est en France en 2023 et comment on se retrouve. Vous allez me dire que c'est pas nouveau tout ça, mais enfin franchement, c'est assez parlant, quoi. C'est les Ménines de Velasquez. Vous voyez, rien ne change. Tout de suite après les informations, le face-à-face d'André Berkoff avec Richard Boutry pour son livre « Le journaliste à abattre de présentateur TV à Paria ». Vous êtes avec nous au 0826 300 300, vous nous appelez. À tout de suite sur Sud. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
Ah ben, en tout cas, Versailles, dans tous ces États, Versailles, quand même formidable. 200 patrons étrangers à Versailles. Aujourd'hui, Macron leur dit « I love you ». Il n'a pas tort, puisque en principe, 13 milliards d'euros devraient être investis par les 200, en tout cas par énormément de chefs d'entreprise, en tout cas qui arrivent du monde entier justement pour investir en 12 France. Et vous voyez, voilà, tous ceux qui disent mais oui, ça ne va pas, c'est fichu et tout ça, eh ben et non, apparemment, en tout cas, il y a aussi bien ArcelorMittal, aussi bien Solvay, aussi bien HC Group et j'en ai parlé à Elon Musk. Donc, en tout cas, sur Twitter, ce sera bien attendu. Mais auparavant, c'est intéressant parce que notre président de la République, Emmanuel Macron, a le sens de la géographie. Écoutez ce qu'il disait, et on va en parler tout de suite. Écoutez ce qu'il disait il y a 3 ans et ce qu'il dit aujourd'hui. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et d'ailleurs, est-ce que c'est facile de travailler en France? Est-ce que c'est facile de trouver du travail? On va en parler ensuite avec Richard Boutry, notre invité, pour son livre, Le journaliste à abattre. Mais auparavant, pour Emmanuel Macron, c'était pas aussi difficile que ça. Écoutez ce qu'il disait en 2018. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avec les contraintes du métier. Ouais. Voilà, c'était à l'Élysée, au moment d'un rassemblement, il y avait un jeune horticulteur, et il lui a dit, voilà, moi je vous trouve du travail, vous avez qu'à traverser la rue du Faubourg Saint-Honoré. Ben oui, pourquoi pas, il y a quand même de très jolies boutiques de luxe, et c'est bien. Mais alors là, Emmanuel Macron a battu son propre record, parce que vendredi, il était dans le Nord, comme vous le savez, il balade, et voilà ce qu'il a dit à un autre qui était là, un autre citoyen qui était là, à qui il parlait, et voilà ce qu'il lui a dit. J'ai un BTS électrotechnique et j'ai postulé à pas mal d'offres dans l'industrie, comme la sidérurgie, comme ArcelorMittal et tout, mais... Voilà. Voilà, Bon, il y a quelques années, ça m'avait valu beaucoup d'ennuis. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Puisque apparemment, non mais je suis sérieux, il se trouve que BTS électrotechnique, là je pense qu'il y en a plein. Voilà, il y en a plein. D'ailleurs, c'était en fait, ils ont tous ri parce qu'il y avait un patron qui était avec Emmanuel Macron qui lui a dit donnez-moi votre CV, on va s'en occuper. Voilà, tout va bien. Vous voyez, il y a encore, voilà, c'est là où vous voyez que le chômage s'améliore vraiment en France, c'est qu'il y a encore 4 ans, il fallait traverser la rue quand même. Et aujourd'hui, il faut faire 1 mètre. Voilà. Et donc, moi je vais vous dire, auditeurs Sud Radio, si vous avez des problèmes de chômage, si vous avez des problèmes de trouver l'emploi, moi je vais vous dire, direction Versailles. Allez aujourd'hui, en masse, en forme, à Versailles, et vous allez avoir 300, 700 chefs d'entreprise. Ça va être énorme, ça, vous voyez. Ils sont tous là. Vous montrez votre CV, en anglais, plutôt, parce que, bon... Il faut ce qu'il faut, et puis vous allez voir, ça va s'ouvrir. Bravo Emmanuel Macron, le plein emploi est pour demain matin. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Richard Boutry pour son livre « Le journaliste à abattre » de présentateur TV à Paria. Bonjour Richard Boutry. Bonjour à tous. Alors Richard Boutry, je vous ai invité, et encore une fois, toujours quand ce sont des personnalités contestées, sulfureuses, dissensueuses, on dit mais comment tu invites Richard Boutry? Mais j'ai dit j'invite Richard Boutry parce que ce qu'on appelle l'information et surtout ce qu'on appelle la liberté, c'est justement la liberté d'inviter ceux qui ne sont pas d'accord avec vous dans certains cas et ceux qui sont d'accord avec vous dans d'autres. Richard Boutry, vous avez écrit un livre assez étonnant, je dois dire, que j'ai lu, Le journaliste à abattre, et vous racontez quand même, vous avez 56 ans, c'est ça? 57, ouais. 57 ans. Et vous racontez quand même, votre parcours est totalement étonnant. Je veux dire, quand j'ai lu ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors je rappelle, vous étiez France 3 Outre-mer, vous avez été dans le groupe TF1, vous avez été à TV5 Monde, vous avez été l'une des stars de Soir 3, vous étiez présentateur du Soir 3, vous avez été un des fondateurs, en tout cas au début de la chaîne KTO, la chaîne catholique, vous avez fondé Omega TV, bon ça n'a pas duré, etc., etc. Et puis aujourd'hui,
après des pérégrinations ou des vicissitudes que l'on racontera, aujourd'hui vous vivez dans un camping-car. Exactement. D'abord, merci infiniment de m'inviter, André. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment un honneur d'être ici parce que vraiment autour de moi, les gens sont très regardants par rapport à ce que vous faites, vous, et vraiment, vous avez été un détonateur dans la révélation de cette crise, et c'est vrai que vous êtes suivi incroyablement, et d'être là aujourd'hui, pour moi, je vais en parler avec beaucoup d'émotion, en plus, pendant près d'une heure. C'est vrai que de vivre dans un camping-car, comme je le fais, j'ai dormi la nuit dernière, là je viens de faire à peu près 1700 km en 3 ou 4 jours, c'est a priori extrêmement compliqué, parce que c'est d'abord insécure, à tout moment, comme en Belgique, avant-hier, où j'étais sur une aire d'autoroute, la nuit à 3h du matin, quand des gens sont bourrés, arrivent près du camping-car, commencent à pisser dessus et à faire du bruit, on se sent pas très à l'aise. Donc il y a un côté un peu insécure, il y a un côté de promiscuité, bien entendu, parce qu'on vit quasiment dans une cellule, alors à ciel ouvert, hein. Attention, hein, je comprends pas, c'est l'incomparable. Et puis c'est difficile parce que on vit finalement loin des autres et de façon très indépendante, peut-être trop et très seul. Donc cette solitude parfois me pèse. Vous vivez en couple dans ce camping-car? Non. Alors j'ai une amie, hein, Natacha, qui est souvent avec moi affichée et que vous avez pu voir à diverses reprises. Je dis, elle n'aime pas du tout le camping-car, donc elle ne supporte pas. Elle est sédentaire, parisienne, et moi je suis nomade de province et d'Europe et du monde. Est-ce que vous êtes, depuis combien de temps vous êtes nomade? Je suis nomade depuis quasiment 2 ans là maintenant. 2 ans. Ouais, 2 ans. Alors, Richard Boutry, avant de parler effectivement de vos combats, je rappelle que vous faites tous les jours la minute de Ricardo, hein, qui est suivi par combien de personnes? Alors, j'étais extrêmement suivi, plusieurs centaines de milliers de personnes. Je pense que vraiment on battait des records d'audience. Encore aujourd'hui, la 3e vidéo dernière que j'ai mise sur Facebook, elle a atteint quasiment 400 000. Donc, si vous voulez, j'ai un public certain. Le seul problème, c'est que pour des questions évoquées dans le bouquin, j'ai été obligé à un moment donné de resserrer un peu et de m'invisibiliser. D'abord pour des questions de sécurité et puis ensuite pour des questions d'ordre financier, parce que j'avais offert quand même 2 ans et demi de ma vie à ce combat, voilà, quasiment gratuitement, et j'explique pourquoi et comment. Et au bout d'un moment, il fallait quand même que, comme j'avais plus de revenus potentiels, que toutes les cagnottes ont été fermées, que tout le reste a été annihilé, il fallait bien à un moment donné que je puisse quand même gagner un minimum, parce que sinon je vis plus. J'ai quand même 5 enfants au demeurant, et oui, 5 garçons, donc à nourrir. Donc j'étais obligé de rendre le site payant. Donc maintenant qu'il est payant, si vous voulez, c'est plus difficile. Vous connaissez ça. Mais tout à fait. Mais Richard Boutry, alors expliquez-nous, parce que vous avez été donc pendant des années, effectivement, dans le système médiatique que nous connaissons tous, auquel j'appartiens, même si il y a des choses que je fais qui sont différentes. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes dit, c'est plus ça, c'est plus pour moi ça? Ou bien c'est le système lui-même? Très franchement et très honnêtement, on est là pour en parler très honnêtement. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est votre caractère qui a fait qu'on disait là, Boutry, il est trop compliqué, on peut pas le garder, etc. Racontez-nous. Parce que entre TF1, France 3, TV5 Monde, KTO, voilà, vous avez quand même été dans... Non, mais c'est surtout un moment clé dans le bouquin, et je l'explique. C'était, si vous voulez, on travaille. Moi, j'ai toujours travaillé sans prompteur. Hein. J'étais sur les chaînes et j'étais comme Pernod, je travaillais sans prompteur. En tout cas, une très grosse majorité du temps. Et un jour, je travaillais le matin, donc sur TV5 Monde, je présentais les informations de 9h à 13h sur TV5 Monde pour le monde entier. Ouais. Et puis ensuite, je rentrais chez moi, je prenais une douche, je repartais pour la conférence de rédaction du soir 3, il était 15h, 16h la conférence. Tous les jours. Et là, c'était quasiment tout le temps, quoi. J'avais un taux d'audience, j'ai un taux d'occupation du soir 3 qui a été à la fin quasiment quotidiennement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que un soir, à force de répéter les choses de façon extrêmement mécanique et tout en ayant un rédacteur en chef sur le dos, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi, de traiter l'information comme ça au quotidien. Mais ça rend fou. Alors j'avais une notoriété qui était énorme, puisque c'était suivi par 2,5 millions de personnes tous les soirs. Et puis au bout d'un moment, je disais à ma femme, avec qui j'étais marié à l'époque, je rentrais chez moi le soir et je dis, je repars le lendemain matin. Et c'est pareil, c'est cette course effrénée à l'info. Alors vous me direz, il faut pas être journaliste si on n'aime pas l'info. Mais cette info quotidienne et répétée, au bout d'un moment, use. Vous en savez quelque chose, André, vous, qui avez occupé de hautes fonctions et qui occupez de hautes fonctions. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, si vous voulez, ça vous mine intérieurement et vous vous dites, mais tout ça pour ça. Et très clairement, un soir, je me souviens très bien, en rentrant chez moi, eh bien, j'avais toutes mes feuilles que j'avais préparées dans la journée écrites. Ouais. Et là, ces feuilles-là, eh bien, je les ai mises dans la poubelle.
Je les ai mises dans la poubelle et je me suis dit, voilà où termine mon travail du jour. Et je me suis dit, c'est pas possible, donc il faut que je donne une information durable. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans la chaîne KTO, que j'ai reprise, qui venait d'être lancée, mais que j'ai vraiment bien développée, avec nos amis Yves Dérouville et d'autres. On va en parler tout de suite après cette petite pause et on va parler justement des combats de l'information quotidienne à d'autres combats que vous menez aujourd'hui. Et vous avez la parole sur Sud Radio pour interpeller Richard Boutry au 0826 300 300 sur son livre Le journaliste à abattre de présentateur TV à Paria. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Richard Boutry, qui vient d'écrire son autobiographie, l'autobiographie, mais en termes vraiment de combat, un journaliste à abattre, le journaliste à abattre. Bon, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres à travers le monde, et on sait ce qu'ils ont subi, et on sait comme un lanceur d'alerte comme Julian Assange, dont vous parlez dans votre livre, est traité, et puis d'autres. Mais je voudrais revenir, donc, on avance un tout petit peu, vous avez raconté, voilà, un jour vous avez dit ça va, comme ça, moi, les feuilles, et effectivement, en fait, c'est toujours quelque chose, d'ailleurs, dont beaucoup de journalistes, parce que je rappelle que beaucoup de journalistes font très bien leur boulot. Moi, je déteste les généralisations, mais c'est vrai qu'entre aller sur le terrain et rester sur son desk en train de feuilleter ce qui se passe, il y a une frustration, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, vous avez créé un certain nombre de le One TV et puis les télébranding, vous parliez les télés de marque, etc. Ça marchait très bien. Vous avez eu ensuite un drame conjugal qui a fait que vous êtes séparés et que ça a été terrible pour vous à la fois sur un plan affectif, sur le plan de vos enfants que vous ne voyiez plus pendant un moment et sur le plan évidemment financier. On va pas s'étendre là-dessus, mais vous le racontez très bien dans le livre, encore une fois, que je vous recommande. Et puis alors, à un moment donné, donc vous changez un peu de cap et vous intéressez à des choses. Et un certain jour, un soir de mai 2021, dans Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, on entend ceci. Alors j'ai trois choses à dire. D'abord, les assassins, ce sont eux les assassins. Ceux qui, depuis 1 an et demi, nous foutent dans des prisons, jouent avec nos nerfs, jouent avec nous, jouent avec nos enfants, qui aujourd'hui veulent faire vacciner nos enfants, qui aujourd'hui nous foutent des masques à longueur de journée, qui aujourd'hui nous emprisonnent, qui aujourd'hui nous empêchent de vivre, qui aujourd'hui nous empêchent de voir nos grands-parents, qui aujourd'hui nous empêchent de vivre notre propre vie. J'ai 5 enfants. Je veux dire, il y en a 2 qui sont ici dans les coulisses. Je veux dire, ces gosses ne peuvent pas vivre depuis 1 an et demi. Vous trouvez ça normal? En raison de quoi? En raison de quoi? Dites-le-moi. Voilà, et vous avez continué comme ça pendant un moment. C'était face au docteur Laurent Alexandre. Et donc, ça avait fait effectivement beaucoup de bruit. Et on a vu votre indignation qui était une véritable indignation. Et alors, ce combat-là, ce qui est arrivé là, comment c'est arrivé, Richard Boutry? Comment ça vous est arrivé de dire, voilà, c'est bon, le réel qui est venu frapper à votre porte, c'est quoi? Bon, en fait, j'ai fait la Minute de Ricardo, comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, comme thérapie après un drame familial. Et c'était plutôt axé sur la psychologie, le développement personnel, le coaching. Et puis un jour, il y a une source, de très bonne source, qui m'a appelé en me disant, dès le premier jour du Covid, en disant voilà ce qui va se passer. Voilà quasiment les 15 étapes du plan, et voilà où on en est. Et donc immédiatement, en fait, j'ai alerté les gens et je pense que c'est ce qui m'a donné vraiment une vraie crédibilité parce que d'emblée, les gens ont vu que le plan que j'annonçais était le plan qui allait réellement se passer. Et à partir de ce moment-là, j'avais en tête vraiment étape par étape, quasiment jour après jour, les mesures gouvernementales qui allaient être prises. D'autant que je sillonnais, moi, à ce moment-là, la planète et que j'avais pour possibilité de pouvoir suivre sur les écrans, que ce soit en Espagne, en Italie, en Allemagne ou ailleurs. Vous faisiez quoi à l'époque Je faisais la Minute de Ricardo, en fait. Et un peu partout. Et un peu partout. Et un peu partout. Et j'étais notamment en Espagne beaucoup. Ouais. Et je voyais les conférences de presse à la télévision qui étaient exactement sur le même ton, la même tonalité, avec les mêmes mots employés. Seule la langue différait, exactement. Ah ouais. Et là, je me suis dit, là, c'est trop gros pour être vrai. Seuls les chiffres différaient forcément d'un pays à l'autre, mais vraiment l'ossature des discours des présidents au Premier ministre est quasiment les mêmes à la même heure. Les mêmes éléments de langage. Donc là, il y avait McKinsey derrière et on sentait que c'était en fait des feuilles qui leur étaient données et simplement des trous à remplir avec le nombre et puis essayer de brander pays par pays. Et là, je me suis dit, c'est trop gros pour être vrai. Et là, j'ai commencé à avoir vraiment une notoriété extrêmement forte sur Internet.
alors que c'était pas le cas avant, parce que je faisais des petites modules de psychologie. Et là, ça donnait un vrai détonateur. Et Hanouna, que vous avez passé effectivement là un instant, m'a donné encore une crédibilité supplémentaire, parce que j'ai dit tout haut finalement ce que tous les Français ressentaient tout bas. Tous, vous exagérez. En tout cas, une grande partie. Ouais. Parler de ça, on va parler du combat que vous êtes un certain nombre à mener. Et après, je crois que les auditeurs de Sud Radio ont beaucoup de questions à vous poser, en tout cas à vous interpeller. C'est intéressant. À tout de suite après cette petite pause, Lucien. Oui, et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On attend vos appels pour interpeller Richard Boutry sur son livre Le journaliste à abattre de présentateur TV à Paria. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Richard Boutry, le journaliste à abattre, un livre effectivement qui raconte un itinéraire qui est loin d'être terminé, hein, heureusement pour vous, heureusement pour tout le monde. Et effectivement, ça fait quoi? Parce que c'est toujours de passer, qu'est-ce que ça fait intérieurement vis-à-vis des autres, etc. D'avoir à la fois, parce que c'est vrai que vous n'avez pas été gâté, avoir à la fois un drame familial, un drame conjugal, et à la fois, effectivement, passer de... Vous avez eu des bureaux dans le 7e arrondissement, vous avez eu à Bordeaux, vous avez été partout, vous avez été à un moment donné, vous gagnez très très bien votre vie, et puis à un moment donné, paf, ça s'arrête, et ça s'arrête, et vous êtes effectivement marginalisé, mis à l'écart, presque sot de la famille. Ça fait quoi, Richard Boutry? Écoutez, moi je me suis jamais gargarisé quand j'étais sur le devant de la scène médiatique et que je présentais les journaux télévisés, et ma femme pourrait en témoigner, et mes amis aussi. Je me suis jamais mis en valeur, j'ai jamais joué. C'est moi que je suis une star. Ouais, jamais. J'ai toujours une vie qui a été extrêmement préservée, grâce à mon ex-femme du reste, qui me mettait vraiment de côté et qui me préservait de ce landerneau médiatique. Et puis ensuite, donc, j'ai pu mesurer. Et puis ma foi aussi m'a permis, et la foi qui pour moi est vraiment un élément essentiel, m'a permis vraiment toujours de relativiser, quoi. Et je me suis jamais pris la tête pour quoi que ce soit. Et aujourd'hui, de la même façon, si vous voulez. Alors c'est vrai que j'ai connu, entre guillemets, un peu la gloire, mais façon de parler, hein, tout est à mettre entre des guillemets. Et aujourd'hui, je vis comme un SDF, parce que sans domicile fixe. Alors même si je dors pas dans la rue, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un toit, il faut pas exagérer non plus. Mais c'est vrai que c'est quand même dans des conditions, notamment l'hiver, extrêmement précaires, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc les deux font que il y a un sas de décompression, et ce qui m'a toujours permis à moi de relativiser les choses et de faire en sorte que je prends la vie telle qu'elle vient aujourd'hui, et dans la foi, dans l'abandon, et une certaine forme de sérénité aussi, qui m'aide en fait au quotidien dans cette vie plutôt délicate. Et vous n'avez jamais, à un moment donné, pensé, parce que vous faites toujours du journalisme, ça s'appelle journaliste, la minute de Ricardo, etc. Vous n'avez jamais pensé changer complètement de vie, de métier, de faire autre chose, ou pas? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit ou pas du tout? Alors, j'ai lancé un appel à un moment donné, parce que j'avais vraiment besoin d'argent, et je rappelle dans le livre pourquoi et dans quelles circonstances, notamment après la une TV, où je me suis retrouvé vraiment sans rien, et j'ai lancé un appel au secours, en fait, à toute la population qui me suivait, en disant, mais aidez-moi, et si vous avez quelque chose, j'ai 2 bras, 2 jambes, je peux faire n'importe quoi. Et en fait, j'ai eu tout type de propositions. Ah ouais. J'en ai eu quasiment 300 ou 350. Des propositions qui sont venues de partout, de nowhere, et les plus bien, très extravagantes, ouais. plus les unes que les autres. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce que réellement, en fait, je veux faire ça? Et moi, mon vrai métier, je pense, c'est de savoir, entre guillemets, parler, écrire, en tout cas je l'espère, même si mon livre c'est pas du Chateaubriand et du Montaigne. Il a le mérite d'exister, c'est mon premier livre, hein, bon, il faut être voilà. Et puis c'est des techniques, André, qui sont complètement différentes en fait, l'écriture de la radio ou de la télévision. Vous savez, on zappe les mots, les accords, les je sais pas quoi, tout ça, et là dans l'écriture il faut apprendre à restructurer tout ça, donc ça a été très compliqué, d'autant que j'avais pas de relecteur, pour ça qu'il y a encore quelques coquilles, mais bon, en tout cas l'esprit y est. Oui, vous l'avez auto-édité en fait. Je l'ai auto-édité, alors on m'a beaucoup reproché, beaucoup reproché d'être sur Amazon, parce que c'est vrai que dans le bouquin, Bezos, je le descends, la mondialisation, je la descends, et tous les organismes mondiaux, je les descends. Voilà, mais vous savez la contradiction, Richard Boutry. Alors la contradiction, elle existe, et merci de me poser la question, parce que je vais y répondre. Vous savez que sur les bouquins, quand on publie un bouquin, il faut l'ISBN. Et l'ISBN, moi j'ai pensé 72 € pour essayer de l'avoir, et donc pour pouvoir faire éditer en France. Je l'ai pas eu.
c'est le ministère de l'Intérieur qui est entre guillemets un peu derrière, donc ça peut se comprendre avec les affaires que je révèle, puisqu'il y a trois grosses affaires dedans. On va pas en parler aujourd'hui, mais on va laisser les gens le lire. Mais en fait, l'ISBN, qui est un certificat, une imprimature en fait, pour pouvoir diffuser le bouquin, je ne l'ai pas eu. Et le seul qui m'a accordé ce droit, c'est Amazon, parce que ça se fait quasiment automatiquement. Donc je suis passé par Amazon. Ça, c'est la première. Le second, c'est les droits d'auteur. C'est vrai que les maisons d'édition aujourd'hui, mais se gavent littéralement sur les auteurs, ce qui est un scandale. Il y a eu du reste un j'ai papier. publié 46 livres, je connais. Vous savez quelque chose. C'est 8 à 10% les droits d'auteur. 8 à 10%. Alors que Amazon, c'est 70%, je crois, ou 65%. Non, c'est autour de 50%. C'est moins de 50%, en tout cas en ce qui me concerne. C'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais et puis le troisième, c'est les délais. Et les éditeurs, j'aurais pu en avoir. Et des bons éditeurs. J'en ai été contacté. Mais le problème, c'est que les délais étaient de 6 à 8 mois et il fallait que je le sorte maintenant parce que tout se passe maintenant, si vous voulez. C'est maintenant qu'il y a un basculement total dans tout ce qui est en train de se passer dans la politique française et mondiale. Et je pense que c'est le moment de la sortie était très opportun. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, mais en fait, vous parlez donc de tout ce combat autour du Covid et du Covidisme. Donc vous parlez de tout ce qu'on a vécu depuis 3 ans. Effectivement, parce que le livre, je vois, vous parlez de choses qui sont passées il n'y a pas très longtemps. On va pas parler des affaires, oui, libyennes, tout ça, mais je voudrais que vous disiez le fait. Est-ce qu'aujourd'hui, alors justement, vous baladez toujours en Europe, un peu partout, avec dans votre camping-car. Et vous avez parlé de ce dîner, justement, où les gens ont changé un peu, ont viré leur cutie, en tout cas en partie. Il y a un peu partout en Europe, et avec les gens que vous voyez, avec les gens avec qui vous parlez, effectivement, c'est vrai qu'ils étaient traités de charlatans, que je parle de certains médecins. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question, parce que je me la suis posée aussi. Vous n'êtes pas vous-même virologue, épidémiologue, vous n'êtes pas médecin. Enfin, vous n'avez pas, bon. Vous vous êtes jamais dit, parce que, oui, mais les gens que j'aime bien et avec qui je bats, peut-être que sur certaines choses, ils n'ont pas entièrement raison. Vous n'êtes pas posé la question, n'étant pas vous-même ni médecin, ni virologue, ni épidémiologue, etc. Mais bien sûr, je pense que la vérité, nous, on l'a pas. On n'a jamais eu la vérité. Jamais eu la vérité. On est parti sur des hypothèses, comme eux sont partis alors qu'eux sont partis sur des certitudes. Nous, on est partis sur des hypothèses et on cherche cette vérité. Je veux dire, c'est un cheminement quasi spirituel. C'est-à-dire que je suis comme d'Ormesson. Alors, j'ai eu moi la chance d'avoir une protection divine et je la sens, si vous voulez, matériellement parlant, je la sens au quotidien. Oui, vous en parlez beaucoup de ça. J'en parle beaucoup, ouais, parce que c'est pas pour rien que j'ai été directeur de KTO, du reste, de la chaîne KTO, et c'est ma grand-mère qui m'a insufflé ce sens vraiment de la foi et de la croyance et de la spiritualité au sens très large du terme. Mais je pense que ce combat, il est spirituel, si vous voulez. On marche, on est des scientifiques en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réponse. Et moi, j'étais très étonné de voir un contrario. La contestation, c'est la question, en tout cas. C'est pas la certitude. Alors que eux, ils sont vraiment dans l'esprit de certitude. Et c'est ce qui nous a cassé et je dirais un peu radicalisé aussi. C'est pour ça qu'on a pris aussi ce contre-pied quasi radical. C'est qu'on voulait contrecarrer, en fait, leur pensée unique. Oui, c'est-à-dire que quand le balancier est là, on a envie d'avoir un autre balancier qui secoue. Quoi. Mais vous, André, en tant que journaliste, vous connaissez ça, quoi. Vous prenez le contre-pied de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on fait, de tout ce qui se dit. J'ai cette question. Oui, mais je veux dire, la question est très simple. J'ai dit personne n'a réponse à tout, ou alors il se prend vraiment pour Dieu, ce qui est grotesque. Mais on doit avoir question à tout. C'est ça notre. Moi, je dis, on doit avoir question à tout pour qu'on écarte. D'emblée, et ça on revient à ce que vous avez dit, moi c'est vrai qu'un certain nombre de médias, encore une fois je ne fais pas de généralisation, mais comment on tient pour tricard des gens à qui on ne veut pas donner la parole? Je ne comprends pas ça. Moi je veux dire, on donne la parole, après on peut discuter. Mais c'est vrai qu'on a vu sur la chaîne mainstream, quoi, c'est extrêmement difficile d'y accéder. Même je vois pour la promotion du livre et autres, avec des gens qui sont sur les chaînes et que je connais bien, ne peuvent pas vraiment. Même vos anciens camarades, ils peuvent pas. Et je donne des noms dans le bouquin de personnes de qui j'étais extrêmement proche, et qui étaient des amis quasi intimes avec qui j'ai fait des études. Quoi, et tout ça. Franchement, ils vous disent quoi? Écoutez, sans nommer de nom, mais qui vous disent quoi? J'ai eu la chance d'être dans la Coupe de l'Info, si vous voulez, pendant 10 ans. Donc 3 fois par an, on se réunissait à la fois en Afrique du Sud, au Maroc et puis dans les montagnes en France. Donc 3 fois par an, on était en séminaire, une quarantaine de personnes, rédacteurs en chef de radio et de télévision.
et présentateur. Et j'ai eu la chance, moi, d'être invité, voilà, systématiquement pendant 10 ans. Et donc, j'ai discuté avec tous ces gens qui restent malgré tout mes amis. Et je leur ai dit ce qui se passait, tout ça, et on discutait. Je leur posais des questions. Je leur ai dit, mais vous n'avez pas des problèmes de conscience par rapport à ça? Ah, on les évite. Ah, on essaie de pas y réfléchir. Ah, on ne fait qu'appliquer les directives. Ah oui, mais c'est ça et tout ça. Et je raconte notamment quelques anecdotes dans mon bouquin à ce niveau-là, de personnalités médiatiques de première importance que j'ai rencontrées dans des conditions complètement par hasard. Mais bon, il y a des clins d'yeux dans la vie. Hein, et comme par exemple, donnez-moi un exemple sans nommer de nom, mais je veux dire des gens, qu'est-ce qu'ils vous disent Ah bah, quelqu'un qui a fait toutes mes études avec moi, qui était sur le sport à TF1 et qui est aujourd'hui présentateur sur une TV de Bolloré, si vous voyez ce que je veux dire. Et bien, c'est cette personne-là, je l'ai rencontrée au Champ de Mars, assis sur un banc. On a discuté. Il m'a dit, mais Boutry, je peux pas t'inviter, toi. Tu es complètement farfelu comme garçon aujourd'hui. Je comprends pas, parce qu'à l'époque, tu travaillais très bien. T'étais bon. Je te voyais sur le Soir 3. T'étais crédible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es parti en vrille, mon pauvre garçon. Mais je peux pas t'inviter. Et puis à un moment, il est parti. Et puis il était avec une amie, avec lui. Et puis l'amie me dit, moi, je vous suis. Hein. Mais vous savez, c'est très difficile de vivre avec des gens qui ont un peu l'esprit inverse. Eh bien, écoutez, on va suivre avec des gens qui ont peut-être l'esprit inverse, les auditeurs de Sud Radio ou pas. Mais nous, on accueille tout le monde, comme vous le savez. Qui nous appelle au 0826 300 300. On a le plaisir d'accueillir Guido de Vendôme. Bonjour Guido. Bonjour Guido. Bonjour, oui, bonjour. On vous écoute Guido. Bonjour. Eh bien, bonjour Richard, Ricardo, bonjour. Un honneur de te parler comme toujours. On se tutoie. Allez-y. Je voudrais savoir ce que tu penses de l'évolution de la libération des femmes, le MLF, de la libération des femmes, parce que on est en train de lire ton livre, on arrive à page 109, image que bientôt. Et donc, on a vu ton histoire, et c'est incroyable ce que tu as vécu avec les femmes. C'est vraiment, tu as eu c'était très, 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 très dur pour toi, je connais ça un peu aussi. Et donc, on verra ce que tu penses de la libération des femmes. D'accord. Ok Guido, je crois que comme on a beaucoup d'auditeurs, on a bien entendu. Qu'est-ce que vous pensez de la libération des femmes demande Guido. Non, je pense qu'il fait allusion au livre, et c'est vrai que les femmes ont eu ma peau. Et ma mère m'a dit un jour... Enfin, les femmes. En tout cas, les femmes que j'ai pu rencontrer. Ah oui, d'accord. J'entends bien. Hein, attention, moi j'ai beaucoup de considération pour la gente féminine. Je suis très regardant et j'adore être entouré, je pense comme vous, André, de femmes qui ont des choses à raconter et qui ont une belle âme. Et il y en a beaucoup dans notre mouvement. Il y en a plus qu'ailleurs, sûrement. Et on se retrouve entre belles âmes, je trouve, dans ce mouvement. Et ce mouvement a permis de cristalliser des gens qui ne se connaissaient pas, de considération, de couleur de peau, de nature complètement différente. Et ça a permis, en fait, de créer une famille d'âmes. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Et quand on va dans les manifestations, des manifestations que j'ai pu animer un peu partout en France, eh bien, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait je dirais, une conscience commune et une âme commune. Et ça, c'était extraordinaire. Et donc, vous n'êtes pas contre la libération des femmes? Non, pas absolument. Je vous rassure, André. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On ira à Narbonne pour recevoir Jean-Marc. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Berkoff et vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller Richard Boutry et son livre Le journaliste à abattre de présentateur TV à Paria. Et on va à Narbonne pour recevoir Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour André, bonjour Monsieur Bietri. Tout d'abord, comme on est juste entre nous et que personne n'écoute, je tiens à vous féliciter pour tout ce que vous faites. Voilà. Merci. Et, Monsieur Bietri, je voulais vous dire que vous faites partie de la rare race de gens qui sont prêts à enlever leur pseudo confort pour vivre debout et dignement. Et ça, c'est quelque chose qui est rare. Donc il y a eu des Jacques Brel, il y a eu d'autres personnes comme ça. Vous faites partie de cette race-là, de Georges Brassens, d'autres personnes aussi, que j'adore, bien sûr. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Sud Radio a mon numéro de téléphone. Si vous voulez améliorer votre camping-car,
Sympa. Je peux vous l'améliorer. Et donc, Sud Radio a mon numéro de téléphone et j'aurai un immense plaisir si vous m'appelez. Vraiment un immense plaisir à vous donner un coup de main, Monsieur Bétry, parce que vraiment, ce que vous faites, Monsieur Berkoff aussi, ce qu'il fait, c'est se battre contre des moulins à vent. C'est pas facile. On a été traité de tout. On a été interdit de bars, on a été interdit de salles de clubs d'athlétisme. On a été interdit de sortir, on a été interdit de tout, parce qu'ils ne sont pas vaccinés comme vous, Monsieur Bétry, je suppose. Voilà, donc j'ai été traité comme un fou. Remarquez, depuis que je suis petit, on me prend un peu pour un fou, si vous voulez. Mais bon, Winston Churchill disait le plus marrant de la vie, c'est que c'est souvent les fous qui ont raison. Mais vous savez ce que disait, je me rappelle plus, cette extraordinaire phrase, je me rappelle plus de qui, il disait « Bienheureux les fêlés parce qu'ils font passer la lumière ». Exact. Grâce à vous, on a pu passer la lumière. Alors, je vous pose une question, Monsieur Bétry. Super. Il y a eu qu'un grand procès dans le mondial, et ça avait été le procès de Nuremberg, mais à toute proportion gardée. Est-ce que vous pensez que cette vaste fumisterie du Covid, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir vraiment un grand procès mondial, ou est-ce que ça va tomber à l'eau parce que les gens sont égoïstes, ils veulent leur... Jean-Marc, Richard Boutry va vous répondre, mais je crois que le procès a commencé quand même, Richard. Oui, alors tout d'abord, je voulais remercier vraiment votre auditeur, parce que des personnes comme Jean-Marc, il y en a quasiment 200 en France, qui ont proposé de m'accueillir en fait avec mon camping-car chez eux pour des durées indéterminées. Donc c'est complètement dingue, quoi. Vous vous rendez compte un peu cette solidarité qui existe? Ça existe. C'est complètement dingue. Et donc pour répondre à sa question, effectivement, on misait beaucoup sur Fulmich que j'ai rencontré, Rainer Fulmich que j'ai rencontré, qui est un type extrêmement brillant, qui a lutté en Allemagne, on le sait comment, contre ces grands groupes et tout ça, et qui a pu défendre vraiment des intérêts. On pensait qu'il aurait pu aller au bout de sa démarche. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est visiblement un peu suspendu, compte tenu des problèmes que vous connaissez tous. Aux États-Unis, on a, je pense, et André, vous qui êtes très enclin à vous intéresser à ces choses-là, vous connaissez peut-être mieux que moi le système, et je crois qu'aux États-Unis, en tout cas, les procédures sont en cours et risquent d'aboutir. Oui, et juste une phrase, absolument, Jean-Marc, ce qu'il y a, c'est qu'aux États-Unis, où il y a un vrai contre-pouvoir, aujourd'hui, les Républicains dirigent la Chambre des représentants, et les procès, les commissions d'enquête des représentants de la Chambre des représentants vont leur train assez vite. Et ce qui se passe aujourd'hui avec Anthony Fauci, vous savez, le monsieur santé des États-Unis depuis 10 ans et 15 ans, les taux se resserrent. Alors je ne sais pas ce qui va se passer, on va pas, mais il se passe, en tout cas, je ne sais pas s'il sera à Nuremberg ou autre, on va pas aller jusque-là, mais je peux vous dire que, en tout cas, les choses se poursuivent très, très fortement à ce niveau. Lucien? Merci beaucoup, Jean-Marc. On va dans l'un avec Pierre. Bonjour, Pierre. Bonjour, Pierre. Bonjour, André. Bonjour, Richard. Bonjour, Pierre. On vous écoute. Je suis très fier de ce que vous faites, Richard. Merci beaucoup. Très, très fier. Et moi, l'ancien flic, si on m'avait dit qu'un jour je manifesterais pendant 15 semaines contre le pass vaccinal, jamais je l'aurais cru. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont été victimes de tout ça, même ceux qui m'ont stigmatisé. Ce sont des victimes, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pareil pour vous, je suis entre la Suisse et la Savoie. Il y a une place, il y a une prise, il y a du bon vin. Vous passez quand vous voulez, ils ont mon numéro chez Sud Radio. Ah bah super. Bah, écoutez, merci. Je crois que pour Richard, et ça fait très plaisir, en tout cas, vraiment Richard, qui ait ces mots de solidarité, quoi. Ouais, c'est vrai que ça pleut de partout. Alors les gens me disent mais comment tu fais pour tenir après avoir lu le livre, notamment. C'est grâce à ça, c'est grâce au soutien du public, à cet immense honneur que j'ai de pouvoir répondre vraiment à toutes ces sollicitations du public, et puis ce public qui me rend tellement cet amour. Malgré un investissement qui est moindre aujourd'hui de ma part, en tout cas publiquement, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, mon site est resserré et verrouillé. Mais en tous les cas, des gens comme lui, anciens flics, c'est vrai, sont monnaie courante en fait dans ce milieu de résistants. Il y a beaucoup de gens de l'armée, il y a beaucoup de gens justement du milieu coercitif entre guillemets, qui aujourd'hui nous soutient. Et je me souviens qu'avec le camping-car, lors d'une grande manifestation à Paris, eh bien la police m'avait ouvert le chemin pour pouvoir aller au cœur, alors que c'était un passage complètement interdit, et c'était super. Et tous les flics ne sont pas pourris, contrairement à ce qu'on peut dire, y compris dans d'autres milieux. Non, mais la généralisation est la béquille des crétins, je dis. Je ne généralisais jamais envers qui que ce soit.
Il n'y a pas les, il y a des. Lucien. Merci beaucoup Pierre. Et allons à Caen avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur Boutry. Alors, ça va être assez simple. Moi, je me pose la question suivante. Là. Quel est éventuellement l'écho que vous pouvez avoir avec le syndicat des journalistes, hein, d'accord, leur cœur à gauche, entre parenthèses, et leurs valeurs universelles? Qu'en pensez-vous? Parce que vous me paraissez très, très, très esselé dans ce monde médiatique où il y a quand même des valeurs importantes, des valeurs humaines. Voilà. Bah, écoutez, pour répondre à votre question, le SNJ, le syndicat national des journalistes, effectivement, c'était le syndicat majoritaire chez les journalistes. Hein. Bon, aujourd'hui, j'ai malheureusement plus de carte de presse parce que mon organe n'est pas reconnu comme étant un organe de presse aujourd'hui, et donc je n'ai plus de carte de presse. Alors j'ai un numéro de carte de presse que je garderai à vie, 63 205, mais ce numéro malheureusement n'est plus actif, donc j'ai plus le droit à tous les bénéfices des journalistes aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est que je mérite pas aujourd'hui cette carte de presse parce que j'estime que je fais plus vraiment un travail de journaliste aujourd'hui. Je suis tombé un peu dans le travers inverse, si vous voulez, de l'éditorialiste à l'extrême qui défend son point de vue, défend une population publiquement, milite pour une certaine cause, et donc le travail d'éthique aujourd'hui est contestable. En tout cas, par rapport à ce que je fais. Mais vous aussi, Richard, vous militez pour une certaine cause. Ben justement, c'est en vertu de ça que j'estime que je suis pas aujourd'hui tenu à avoir la carte de presse. Parce qu'effectivement... Monsieur Boutry, vous êtes rentré en dissidence alors? Je suis rentré en dissidence et j'ai tout abandonné, y compris mon statut de journaliste. Même si on le garde à vie, si vous voulez, c'est comme un médecin. Un médecin, une fois qu'il est médecin, il reste médecin à vie, quoi. Bah oui. Bon, restez un esprit libre. Voilà, j'essaye. Merci de votre intervention. Merci Philippe. Alors, effectivement, aujourd'hui, Richard Boutry, bon, les choses sont étant ce qu'elles sont, comme disait un fameux général. Ok, vous n'êtes plus, enfin, vous n'avez pas votre carte de presse, mais vous savez que la carte n'est pas le territoire, comme disait Alfred Korzybski, et ce n'est pas ça qui fait effectivement parce que vous savez qu'il faut, pour avoir la carte de presse, il faut que 50% de vos revenus et plus proviennent d'un journal ou d'un média. Ben, moi, je connais... Reconnu en tant que tel. Reconnu en tant que tel, exactement, exactement. Bon, moi, je connais beaucoup de journalistes et de gens qui n'ont pas leur carte et qui font très bien leur boulot. Encore une fois, vous savez qui on met en carte en général. Hein, donc, oui, mais est-ce que ce sont des journalistes dès lors qui n'ont pas de numéro de carte de presse, vous voyez ce que je veux dire? Ben oui, non mais ça nous amènerait une discussion sur le métier de journaliste qui nous amènerait loin. Mais aujourd'hui, par exemple, vous êtes plus que jamais même si effectivement, comme vous dites, il faut vivre, mais vous êtes plus que jamais en combat, vous êtes plus que jamais en essayant par exemple d'élargir de ce que vous faites, que ce soit la Minute de Ricardo, que ce soit les rencontres, que ce soit tout cela, pour vous allez rester dans cette mouvance ou à un moment donné vous dire écoutez, moi j'en ai marre, je vais me mettre sur une plage et puis voilà, tranquille, voilà, j'ai fait mon boulot, j'ai fait ce que je pensais faire et puis voilà, maintenant j'arrête un peu, quoi. Alors vous savez, moi j'ai deux exemples vraiment en tête. Le premier, c'est Emmanuel Delataille, qui était un journaliste que j'ai extrêmement bien connu, qui était un type extraordinaire, qui a monté le Presse Club à Paris et qui est resté un ami jusqu'au bout, jusqu'au jour où il a été renversé par une voiture et il en est mort. Et il avait une verve intellectuelle absolument dingue. Et il était très âgé, il m'a toujours dit, le fait de pouvoir bosser par jour, 7 heures par jour, sur un sujet déterminé, en étant extrêmement focus, m'a permis de rester alerte toute ma vie quand je suis posé la question de savoir comment il faisait. Et vraiment, vous, André, dans votre domaine, sans avoir le même âge que lui, mais avec toute la détermination qui est la vôtre et le professionnalisme et tout ça, je me dis que, en fait, il me reste encore vraiment du temps devant moi pour pouvoir agir et pour pouvoir interagir avec le public. Et voilà. Merci Richard Boutry. Voilà, le journaliste à abattre. Lisez de ce livre, parce que voilà, c'est un vrai exemple d'un itinéraire, d'un parcours. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Richard Boutry pour son livre « Le journaliste à abattre » de présentateur TV à Paria. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.